Le coronavirus nommé Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé touche à peu près 150 pays aujourd'hui dans le monde avec près de 10 000 décès. Nous en parlons encore une fois dans cette émission Santé plurielle. Bonjour à tous et bienvenue. Nous avons comme invité le docteur professeur Gabriel Ntsakala. Il est expert en santé publique et également en communication en santé. Bonjour docteur. Bonjour madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est quoi le coronavirus? Quels sont les modes de contamination? Comment prévenir cette maladie? Il en sera question au cours de cette émission. Mais nous savons que depuis l'annonce de la maladie ici en République démocratique du Congo, des mesures ont été prises. Le président de la République a parlé. Nous allons vous laisser suivre encore une fois le président Félix Antoine Tshisekedi qui nous parle de coronavirus. Les mesures sont prises concernant l'intérieur du pays, principalement les villes et les cités des provinces qui partagent leurs frontières avec les pays limitrophes. Concernant l'accès au territoire national, j'ai décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre, dès ce vendredi 20 mars 2020, tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargo et autres moyens de transport fret seront autorisés à accéder au territoire national et leur personnel soumis au contrôle. De reporter les voyages à destination de la République démocratique du Congo de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu'à nouvel ordre. D'imposer à tous les passagers, à leur arrivée aux frontières nationales, de remplir une fiche de renseignement et de se soumettre sans exception à l'obligation de lavage des mains et du prélèvement de la température. D'imposer une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspectée à l'issue du test de température pour un examen approfondi et au besoin d'interner dans les hôpitaux prévus à cet effet les personnes qui seront testées positives. De doter tous les postes d'entrée maritimes, fluviales, lacustres et terrestres du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l'étranger. De soumettre systématiquement les personnes en partance de Kinshasa vers les différentes provinces de notre pays aux mesures de contrôle dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays. S'agissant des rassemblements, j'ai décidé d'interdire tout rassemblement, réunion, célébration de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. De la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs, officiels et privés, sur l'ensemble du territoire national à dater de ce jeudi 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines. De suspendre tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020. De suspendre les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre. D'interdire, toujours jusqu'à nouvel ordre, l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants. D'interdire l'organisation des deuils dans les salles et domiciles, les dépouilles mortelles étant conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation en nombre restreint d'accompagnateurs. De prendre en charge aux frais du gouvernement tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais vous rassurer que la durée de ces mesures pourrait être modifiée dans un sens comme dans l'autre au regard de l'évolution de la pandémie.
Voilà, l'adresse du président de la République à la nation par rapport au coronavirus fait suite justement à l'annonce du premier et d'autres cas de coronavirus ici en République démocratique du Congo, mais fait bizarre et même inquiétant, la plupart n'y ont pas cru, docteur. Oui, merci d'abord madame pour l'invitation que vous m'avez adressée. Pour que je contribue moi également à apporter suffisamment d'éclairage sur cette question du coronavirus et surtout sur la portée des mesures prises par le chef de l'État en lien avec cette épidémie. Effectivement, je peux comprendre la population, sa réaction par rapport à tout ce qui vient de se passer, parce que nous venons de connaître d'abord un problème tout à fait nouveau, et qui est allé un peu trop vite en termes d'information. On vous annonce qu'il y a une nouvelle maladie, on vous annonce qu'il y a 2-3 cas, et puis on vous annonce 5 jours après des mesures tout à fait drastiques, et sans que parfois vous n'ayez vous-même appréhendé la portée de ces décisions et aussi même le contour de cette maladie. Donc je peux comprendre pour une population qui sort souvent, pour une population, je peux aussi affirmer, à 60% analphabète, parfois les choses n'ont pas été bien expliquées pour que les gens comprennent. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Voilà. La première chose, c'est que c'est une nouvelle maladie qui a commencé en Chine en fin décembre, mais qui en 3 mois vient d'envahir presque le monde entier. 150 pays à peu près. Tout à fait nouveau. Et lorsque ça envahit le monde entier, ça atteint de proportions inquiétantes avec le nombre d'infectés et aussi avec le nombre de décès. Et il faut rappeler que cela se passe dans des pays à haute technologie, des pays qui ont vraiment un système de santé optimal, où l'accès aux soins de santé n'a pas de barrière. Mais nous avons ce genre de situation, vous avez dit aujourd'hui, je ne veux pas plus parler de nombre de morts, mais je veux plus parler de nombre de personnes atteintes. Vous comprenez? On est à plus de 150 000 de personnes atteintes. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. En si peu de temps. En si peu de temps. Et on a aujourd'hui près de 10 000 décès. Quand tu vois la proportion, c'est un peu négligeable en termes de pourcentage. Mais ce qui est inquiétant ou ce qui est préoccupant par rapport à cette maladie, c'est sa vitesse de propagation. C'est-à-dire une personne contaminée peut facilement contaminer beaucoup de gens en peu de temps. Et en plus de ça, les personnes qui sont contaminées, parfois ne se savent pas encore malades et ils ont déjà contaminé d'autres. C'est ça la particularité au fait de cette maladie. Maintenant, en RDC, nous avons commencé le 10 mars avec un premier cas. Il y a eu controverse autour de ça. Mais très vite, nous sommes à 18 cas. Et déjà, nous déplorons le premier décès. C'est pour cela que les autorités du pays, sur conseil des scientifiques, ont estimé qu'il fallait prendre des mesures, un peu comme les autres pays l'ont fait, pour protéger la population. Parce qu'on a un cas d'école, un pays comme l'Italie a traîné un peu à prendre des mesures. Il y a une population qui a négligé un peu. Et voilà, on a vu en 2 mois l'Italie finalement être dépassée. Ben oui. Et avec un nombre de décès assez important. Je lisais d'ailleurs ce matin un article, en fait une lettre ouverte d'une Italienne qui s'adressait aux Africains. Et elle disait exactement que les Africains ne commettent pas la même erreur que les Italiens. Et qu'ils ne traînent pas le pas avant de prendre très vite des mesures qu'il faut. Voilà. Et nous, en RDC, nous avons aussi un système de santé, il faut le dire, qui est un peu faible. Et c'est-à-dire que certaines dispositions prises de l'autre côté, nous avons parfois des difficultés à pouvoir le répercuter sur nous. Et nous devons vite prendre des mesures pour savoir comment nous pourrions, dans les contextes qui est le nôtre, contenir la situation au cas où cela nous arrivait. Et donc, c'est pour cela que tous ces trains de mesures ont été prises. Mais je dois rappeler que c'est une maladie qui se transmet par de la salive, par les gouttelettes
qu'on appelle le postillon lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue, oui, par des contacts des endroits où la personne malade a touché. Mais la maladie, il faut que je le dise, a des portes d'entrée. C'est le nez, la bouche et les yeux. OK? Oui. C'est-à-dire que la contamination s'est faite lorsqu'on a porté sa main sur les yeux, sur les nez et sur la bouche. C'est en ce moment-là qu'on se contamine. Parce que les virus se trouveraient sur voilà, la le peau. virus passe par les mains pour arriver à Oui. ces endroits-là. Et lorsque vous avez ça, vous vous êtes contaminé, vous allez passer entre 2 et 14 jours avant de présenter les signes. Le plus précoce les feront un peu plus tôt, 2-3. Le plus tardif le feront 14 ou même au-delà. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce moment? Pendant ces temps, on a le virus qui se multiplie en soi et on a un pouvoir de contaminer l'autre. Sans le savoir. Sans le savoir. Et c'est pour cela que toutes ces mesures, ces précautions doivent être prises. Maintenant, au départ, nous avions 3-4 cas qui étaient des cas dits importés, c'est-à-dire des cas qui revenaient de séjour de pays où il y a la maladie. Donc nous nous sommes dit, avec ces cas-là qu'on était en train de contenir, il n'y a pas encore de contamination de souche locale, on pouvait juste prendre d'abord ces mesures-là liées à ces personnes-là. Mais après les 4e cas, nous avons eu finalement des personnes qui ont été contaminées sur place. Bien sûr, c'est des personnes qui étaient aussi en contact avec ce malade-là. Beaucoup plus de professionnels de santé de première ligne, dont les infirmières. Mais aussi, on s'est dit, c'est des infirmières qui sont rentrées chez eux. Aussi, les personnes qui sont venues de l'étranger, ils ont été en contact avec d'autres passagers dans les avions. Dans les que nous n'avons pas avions, repérés. à l'aéroport. À l'aéroport, ils ont pris des contacts. Oui. Et là où ils sont partis, c'est vrai qu'il y en a qui étaient un peu plus conscients. Et n'oubliez pas aussi 2 ou 3, c'est des personnes qui avaient commencé la maladie de Pôle Europe. Et ils sont venus, ils ont été en contact avec des personnes. Donc on s'était dit, bon, maintenant qu'on a finalement 2 cas qui sont de contamination locale, nous devons étendre les mesures pour toute la population. Mais justement, docteur, est-ce que ce n'est pas venu un peu tard? Est-ce qu'il fallait attendre qu'on commence à voir des contaminations ici au niveau local pour prendre des mesures? Nous pensons que dès que la maladie a commencé à se propager un peu partout dans le monde, le ministre de la Santé a parlé des mesures à prendre alors qu'on n'avait encore détecté aucun cas ici en République démocratique du Congo. Mais d'aucuns se posent la question, comment est-ce que ça nous a apparemment échappé? On a eu finalement, après avoir annoncé certaines mesures par le ministre de la Santé, nous avons quand même eu des cas qui ont été importés. Non, madame. Avec un peu de recul, on comprendra comment les choses se font. Parce qu'en épidémiologie, il y a toujours des étapes. Imaginez qu'on était 0 cas et on commence à prendre des mesures. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Rappelez-vous d'ailleurs toute la controverse autour du premier cas. Même si les cas étaient déclarés positifs, on a entendu beaucoup de choses par rapport à ça, que c'est faux, on veut faire ceci, on veut faire cela. Donc c'était même difficile de pouvoir déclencher un processus dans le sens d'une réponse. Mais les passagers, ils revenaient des pays à risque, des pays où la maladie a été déclarée. Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être les mettre déjà en observation? Oui, je vais y arriver, madame. Oui. Parce qu'en fait, lorsqu'on prépare des épidémies comme ça, Oui. il y a des phases. Ok. Vous voyez, il y a une phase de préparation où on s'est dit, on n'a pas d'épidémie, voilà ce que nous pouvons observer comme mesure. Et puis on passe à une phase d'alerte lorsqu'on a un premier cas. Et puis finalement, même la gestion des cas, on dit 0 à 50 cas, on sait quelles mesures on va prendre, et de 50 à 30 cas. Il y a déjà eu un plan qui a été préparé et qui a été même déjà soumis au gouvernement depuis le mois de janvier et qui était disponible pour une application. Mais qu'est-ce qui se passe? Les premiers cas, s'il faut revenir à lui, c'est un cas qui a commencé malade de l'autre côté, mais quand il est arrivé, nous, au niveau de l'aéroport, il y a un dispositif qui est là pour contrôler la température, les lavages systématiques de mains et le renseignement. Et la température ne vous montre que lorsque la personne a effectivement de la fièvre, parce que c'est ce que nous recherchons.
Donc, si vous passez maintenant et que vous présentez 36 degrés 5 de température, vous n'avez pas de fièvre, on vous fait passer. Et vous savez aussi que c'est quelqu'un qui est venu de l'Europe qui se savait malade. Donc, il savait qu'il vient au Congo pour peut-être certaines activités et tout ça. Donc, il a pris ses dispositions pour échapper à ça. Ça, c'est une chose. Mais après, c'est de lui-même. Il va se présenter à l'hôpital. Et donc, notre système, il est à plusieurs filtres. Le cas a pu passer le premier filtre, mais au deuxième filtre, à l'hôpital de Ngaliema, puisque les grands hôpitaux avaient quand même déjà été alertés, donc il y a eu l'alerte. Donc, notre système a marché au deuxième filtre. Parce que imaginez que la personne soit allée dans un autre centre où les personnels n'étaient pas assez clairvoyants, donc il passerait. Et même là, avec lorsque le des filtre a marché, oui. Il fallait encore convaincre la personne à accepter les dépistages. Et vous savez, parfois, certaines personnes, quand ils viennent de l'étranger, on a aussi ce qu'on pense, des considérations de notre système de santé, qui n'est pas toujours faux. Mais c'était aussi ça, des négociations. Bref, on n'est plus là. Aujourd'hui, on est 18 cas. Donc, tout ce qui pouvait se dire là, maintenant, il y a plus de doute possible. On doit regarder maintenant qu'est-ce qu'on doit faire. Okay. Donc, les mesures qui sont prises. Donc, j'étais en train de dire que lorsqu'on a les symptômes, on a la méthode de contamination, il faut prendre des mesures. Les symptômes, on n'en a pas encore parlé. Donc, les symptômes, c'est de manière générale, c'est la fièvre qui est l'élément cardinal, la toux, le courbature. La toux, je précise que généralement, c'est une toux sèche avec une irritation de la gorge, le courbature et parfois un écoulement nasal, donc un petit rhume, et puis de la fatigue. Bon, maintenant, les dernières publications commencent à évoquer quand même aussi un peu de troubles digestifs du genre diarrhée, vomissement. Quelques études l'ont démontré, mais sur un échantillon réduit. Mais de manière générale, c'est les 4-5 signes que je citais. Et c'est des signes qui ressemblent, qui sont apparentés aussi à d'autres maladies. C'est ce que j'allais dire. Oui. Donc, vous allez constater que c'est des signes que nous avons ici pour d'autres maladies. Donc, on ne doit pas commencer à s'affoler dans un premier temps, parce que nous avons tous ces signes avec d'autres maladies. C'est pour cela que nous avons fait ce qu'on a appelé la définition des cas. C'est-à-dire qu'au-delà de ces signes-là, nous devrions rechercher la notion d'un contact ou peut-être commencer d'abord par la notion d'un séjour à l'étranger dans un passé récent, et puis la notion d'un contact avec une personne venant d'un séjour à l'étranger. Si vous réunissez ça, alors là, vous devenez suspect. Vous comprenez? C'est comme cela que, de manière épidémiologique, nous montons. Donc, si vous n'avez pas été en contact avec des gens, vous étiez tous là. Évidemment, la question que vous allez me poser, mais comment savoir si on a été en contact avec une personne? Si on était dans un même taxi, par exemple. Mais c'est ça. En fait, en suivant l'histoire de la maladie, la progression de la maladie, on peut bien se dire que les contacts étaient encore un peu limités, mais tout en ne négligeant pas la possibilité que cela soit aussi étendu. Et c'est là où maintenant nous remontons aux deux mécanismes. Il y a un mécanisme de prévention et puis un mécanisme de prise en charge. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas encore malades, qui pensent, qui veulent se prévenir, qui doivent, même pas qu'ils veulent, qui doivent se prévenir, on a mis les mesures. C'est notamment, c'est laver systématiquement les mains. Pourquoi les mains? Parce que ce sont les mains qui prennent le microbe, qui les amènent aux portes d'entrée. Il faut rester à une distance d'environ 1 mètre, comme on le fait maintenant, avec une personne qui te parle, à une personne qui tousse, à une personne qui éternue, pour que le postillon ne t'atteigne pas à ces endroits-là. Parce que imaginez quand on est proche, quand je parle et qu'il y a les postillons qui arrivent chez toi, facilement ça arrive sur tes lèvres. Et là, tu peux être contaminé. Oui. Et troisièmement, la personne qui tousse, même pour autre chose, doit prendre les dispositions pour ne pas contaminer. C'est pour ça qu'on demande qu'il puisse tousser comme ça, au creux de son cou. Parce qu'il peut s'agir aussi des bacilles de corps ou autre chose. Il peut s'agir aussi d'autres bacilles. Oui. Donc, juste pour cette hygiène-là. Oui. Maintenant, la personne qui est malade, à elle, on demande de porter le masque. Parce que cette personne-là, c'est elle. Bon, je parle de lui, parce que quand je parle de elle, c'est comme si je suis en train de femme. Ouais. Donc, c'est celui qui doit prendre la précaution
de ne pas contaminer les autres en mettant le masque. Parce qu'en réalité, le masque, c'est pour la personne qui est malade, pour que lui ne contamine pas. Parce que celui, c'est sûr, quand il tousse, quand il éternue, il va contaminer. Aujourd'hui, tout le monde est en train de porter son masque, même en n'étant pas malade. Est-ce qu'on en fait trop? À cette étape, je dirais qu'on en fait un peu trop. Parce qu'en fait, quand on porte le masque, on a l'impression d'une fausse sécurité. Ok? Je vous avais dit, la contamination, c'est par les yeux, le nez, la bouche. Tu portes ton masque, tu salues la personne, tu as le virus, tu vas toucher le poignet, tu as le virus, et puis à un moment, tu vas frotter le nez. Tu vas frotter les yeux, tu vas frotter le nez, tu te contamines. Et le masque que tu portes, tu ne dois pas aussi le porter plus de 3 heures. Parce que toi-même aussi, tu dégages de microbes. À cette étape, il y a certaines personnes qui exercent un certain métier qui peuvent le porter. C'est notamment les professionnels de santé, surtout ceux qui sont en première ligne. Je peux aussi comprendre que certaines personnes qui sont en face d'un public qui est un peu plus nombreux en face de lui. Par exemple, les caissières, les gens qui sont devant les banques, les gens qui reçoivent les clients. Oui. Ok? Ceux-là aussi peuvent, dans une certaine mesure, prendre quand même, parce que les gens en face d'eux peuvent avoir des postillons, des gouttelettes qui peuvent arriver. Dans une manière. Mais ils ne doivent pas oublier la précaution cardinale. C'est se laver les mains régulièrement. Parce que là, tu caches le visage peut-être pour les gens qui viennent. Mais pendant ces temps, tu salues. Pendant ces temps, tu touches au poignet. Pendant ces temps, ils te donnent les cartes d'identité. Oui. Mais à la place de se laver les mains, beaucoup de personnes ont adopté le gel. Est-ce que c'est tout aussi efficace? Le gel est tout aussi efficace si la concentration, la composition a été respectée. Malheureusement, dans plusieurs choses, il y a des contrefaçons. Et on n'est Donc, pas sûr. il y a de marques de qualité qui vous donnent une protection assurée, notamment celle qui est produite par l'UNRB. D'accord. Okay? Donc, de l'eau au savon, de gel, qui est bien concentré, bien fait, c'est de bonnes mesures. C'est efficace. Mais j'insiste, lorsqu'on porte le masque, on doit se laver les mains. Parce que ce n'est pas le masque qui protège, c'est plutôt les mains qui vous apportent le microbe au niveau de la bouche et des nez. Tout comme ceux qui portent des gants. Porter les gants d'ailleurs a aussi, tout comme aussi même travailler avec les mains nues, vous pouvez aussi faire passer le virus d'un endroit à un autre. Si la personne a toussé et qu'il est malade, il a sa carte d'identité, il vous remet, vous prenez avec ses mains, vous remettez, même en vous allez portant prendre les une gants. autre carte. Ou encore les personnes qui contrôlent les sacs à l'aéroport. Même avec le gant, si vous avez des virus, vous prenez ici, et quand vous allez dans un autre sac, ça peut aller de sac à sac. Donc la précaution cardinale, c'est le lavage systématique de mains. Le nez, ça vous protège à un certain degré par rapport à certains métiers, mais je ne pense pas que toute la population, comme on en voit, peut se promener avec le masque et tout. Bon, on a vu ça à l'étranger, mais on n'a pas encore atteint le même niveau de contagiosité que chez nous. Et en plus de ça, on l'a vu de l'autre côté, on va consommer ces produits-là. Lorsqu'on en aura besoin, il n'y en aura presque plus. Comme on connaît maintenant la situation dans d'autres pays où il y a rupture de masques. Stocks, oui. Oui, alors pour s'approprier de tous ces réflexes-là, docteur, il faut aussi comprendre vraiment le niveau de sérieux, de dangerosité de cette maladie. Pensez-vous que tout le monde puisse comprendre? Hier, par exemple, nous avons assisté à une scène ici même en dehors de la RTNC, sur Cabinda, là où se trouve le terrain de football, des jeunes gens qui sont venus pour jouer. Et il y avait des attroupements. Les militaires, heureusement postés ici à la RTNC, sont allés les disperser et pour en fait rappeler à l'ordre, mais ils ont un peu résisté. Donc on a l'impression que finalement les gens certaines personnes ne veulent pas s'approprier de ces mesures. Ouh. Corona courant.
Ah, il prend. C'est bon, je réponds directement. C'est très bien. Je reprends la question. Oui, bien, je réponds directement. Ok. Voilà, docteur, pour comprendre et appliquer ces mesures, je pense qu'il faut comprendre aussi le danger de cette maladie. On a l'impression que certaines personnes résistent encore et n'appliquent pas les mesures qui sont édictées. Nous avons assisté hier, ici, en face de la RTNC, à une scène des jeunes gens qui voulaient jouer au football. Il y avait un attroupement et les policiers, les militaires qui sont postés à la RTNC sont allés les disperser là et les rappeler à l'ordre. Alors, on a l'impression que les mesures sont trop drastiques et que ça ne concerne pas vraiment. Il faut peut-être comprendre certaines choses pour appliquer. Oui, je comprends ça, parce que vous comme moi, nous avons déploré, ou nous déplorons encore, un déficit de la bonne communication communautaire par rapport à ça. Beaucoup de gens pensent que quand on parle de coronavirus, la personne qui a le coronavirus, c'est une personne spéciale. Un peu comme on voit dans les films un zombie, quelqu'un qui présente un aspect spécial. Oui, qui présente un aspect particulier, c'est celui-là qu'on veut voir. Et qui fait peur. Et qui fait peur, qu'on veut voir. Évidemment, de la manière dont on a développé cette situation. Et donc, quand on ne sait pas encore que la personne qui a la maladie, c'est une personne qui est tout à fait d'apparence normale, parfois on ne comprend pas pourquoi on prend la mesure. La dangerosité ici qui ont amené, la dangerosité qui amène à cette prise de décision aussi drastique découle de deux choses. Oui. La première chose, c'est qu'un malade, une personne malade, peut ou ne pas présenter des signes, mais il contamine. Deuxième chose, c'est que cette personne-là peut contaminer en moyenne jusqu'à 6, voire même 10 personnes. Alors que la grippe, par exemple, on se limiterait à 3 ou 4 personnes. Et puis, troisième chose, je parlais de 2, mais oui, j'ajoute en troisième, c'est la période qu'on appelle la période d'incubation, c'est-à-dire la période entre la contamination. Oui, le jour de contamination et le jour de développement de maladie. Il est un peu plus long. Où on commence à manifester des signes. Les signes. Il est un peu plus long. À peu près combien? 14? 2 à 14 jours. Okay. Alors que pour la grippe, c'est 2 à 4, 5 jours, on manifeste la maladie. Oui. Donc, quand tu réunis ces 3 éléments, cela voudrait dire que quand tu as une personne qui peut contaminer, prenons même 6 personnes, en ayant 14 jours, les 6 personnes potentielles peuvent contaminer 6 autres personnes chacun. Ça fait au moins 36. OK? Et c'est là en ayant 14 jours. C'est-à-dire que les 6 premiers peuvent contaminer au 8e jour les personnes qui commencent leur période d'incubation, qui 5 ou 10 jours après vont contaminer déjà 6 autres personnes. Alors tu vois la chaîne. C'est qu'en peu de temps, on a plusieurs personnes contaminées, mais qui vont commencer à faire la maladie à des périodes données. Et donc, au bout d'un mois, vous avez comme ça, beaucoup de gens sont déjà à cette phase de la maladie. Ceux-ci sont au commencement, ceux du milieu sont en train. Donc, c'est au fait ça. Et c'est comme ça que ça a commencé aussi ailleurs. Voilà. Et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a prévenu, dernièrement, il a dit l'Afrique doit se préparer au pire. À une catastrophe. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit... Justement, c'est en fonction de tous ces messages, de tous ces messages d'alerte, que les décisions ont été prises. Maintenant, il faut qu'on se comprenne. Quand on demande aux gens de ne pas se réunir dans les églises, de ne pas se réunir à l'école, dans les universités, c'est justement pour éviter ça. C'est qu'une personne puisse, en parlant, contaminer celui-ci. Tu vois la promiscuité qu'il y a dans les églises, la promiscuité qu'il y a dans les écoles, dans etc. Les écoles. Maintenant, quand on demande aussi aux gens de ne pas, au bar de fermer, c'est aussi ça. Parce que dans le bar, les gens se retrouvent aussi là confinés, proches, et surtout en plus, quand on a déjà pris sa bière, on est encore plus proche, et puis on ne se contrôle plus. Et puis on finit par danser, etc. Voilà. On commence à danser,
on s'accole. C'est pour cela qu'on prend toutes ces mesures. Que cela ne soit pas interprété comme étant de mesures d'interdiction aux gens de faire du commerce ou bien non, il faut voir les mesures en termes de santé publique. C'est ces rapprochements de population en un seul endroit avec grand risque de contamination qui pourra ne pas être contrôlé. Parce que si vous tombez malade, même votre famille ne sera pas nourrie, hein, si c'est vous qui la prenez en charge. Maintenant, il y a des questions qui se posent. Et pourquoi pas les marchés et pourquoi pas les bus? Je crois que pour le bus et les marchés, le bus et les transports en commun, le gouverneur de la ville a pris des mesures pour ça. Mais pour les marchés, c'est aussi un problème. Je ne veux pas donner une explication par rapport aux politiques. Moi, je donne une explication de santé publique. Okay? Oui. Nous avons une promiscuité entre vendeurs, entre acheteurs, et aussi avec tous ces trafics intenses. C'est un grand risque. Mais je comprends qu'à un certain moment, on s'est dit le marché, c'est un endroit vital, c'est là où nous allons nous approvisionner. Les marchés, c'est là où il y a aussi certaines familles reposent tout leur équilibre par rapport au commerce. Et surtout quand la plupart vivent au Mais jour nous le jour. n'allons pas, nous ne devons pas laisser les marchés comme ça. Nous disons aux administrateurs de marché, ils doivent mobiliser les équipes pour mettre de points de lavage d'eau dans le marché. S'ils sont assez entreprenants pour récolter les 200 francs ou les 2000 francs sur chaque étalage, ils doivent aussi être entreprenants pour mettre 2 points d'eau devant chaque rangée En du dehors marché. même de la situation que nous vivons aujourd'hui, ça doit être Ça des devait mesures déjà à être prendre ça. tous les jours. Mais dans cette circonstance-ci, ils doivent mettre devant chaque rangée ou même après étalage de 5 mètres, un dispositif après étalage de 5 mètres. Ça, c'est pour de mesures collectives. Mais aussi les vendeurs et les vendeuses du marché doivent aussi avoir leur propre dispositif de lavage de mains, tel que le gel hydroalcoolique. Il va de leur protection, parce que sinon ça risque d'être une catastrophe si jamais des personnes sont contaminées au marché. Mais finalement, les meilleures mesures de protection, c'est celles qu'on s'impose à soi-même. Hein? Bien sûr, la prévention, elle est collective et elle est individuelle. Oui. Mais elle doit commencer par être individuelle. Parce que quand finalement on est contaminé d'abord soi-même, hein, et en plus c'est ça avec un risque potentiel pour sa famille. Exactement. Et je voulais dire aussi que maintenant que les dispositions sont prises pour écoles, universités et lieux de culte, il reste les entreprises, le lieu de travail. Là, on n'a pas fermé, les gens continuent à travailler. Il faudrait que le chef d'entreprise prenne aussi des dispositions pour protéger les personnels. En tout cas, les responsables de ressources humaines, le manager, doivent mettre 2 dispositifs de lavage de mains, doivent disposer des gels hydroalcooliques chez tout travailleur, surtout ceux qui travaillent sur les ordinateurs et tout, et également prendre des dispositifs de garder les gens sur 1 mètre. Et même réorganiser certains horaires. Hein. On n'a pas besoin d'avoir tout le monde le au rythme même du travail, organiser le télétravail. Le personnel qui n'est pas indispensable en semaine doivent rester à la maison, ou encore on peut dire 1 jour sur 2, c'est elle qui est au bureau, les autres travaillent à la maison. Ça, on doit arriver à protéger. Okay. Mais je vois déjà certains bureaux de l'État où ils sont à 30 ou 40 dans certains lieux confinés et tout ça. Non, on doit prendre des dispositions, entre autres pour ces types de personnel. Et n'oubliez pas que c'est une maladie, avoir l'évolution épidémiologique dans les autres pays est en train de causer plus de tort aux personnes d'un certain âge avancé. Oui, parce qu'en fait, oui, d'après l'évolution de malades, sur 100% qui sont infectés, 80 vont faire des formes qu'on peut appeler des formes simples, bannies. Okay. Donc, un petit 20% ne fera pas de signes. Entre 20 et 80% vont présenter des signes comme la toux, fièvre, courbature, comme j'ai cité. Mais il y a 20 autres pourcents qui vont faire des formes graves. Et dans ces 20%-là, c'est 5% qui vont finalement arriver à des formes
très sévères qui vont nécessiter une hospitalisation dans les services de soins intensifs avec besoin d'un appareil qu'on appelle le respirateur pour maintenir la respiration. Maintenant, il a été démontré que les personnes qui font la forme grave, c'est des personnes d'un certain âge. Parce qu'il y a ce qu'on appelle de maladies sous-jacentes. Donc, ils ont déjà d'autres maladies, telles que l'hypertension, le diabète, l'asthme et d'autres maladies de ces âges-là qui renforcent le pouvoir du virus, donc qui les rendent déjà vulnérables au virus, et il faut faire une forme sévère. Maintenant, regardez la configuration de nos fonctionnaires. Dans la plupart des cas, c'est de vieilles personnes, au-delà de 50 ans. Donc, nous devons protéger cette catégorie de gens. Pas seulement les fonctionnaires, mais nous-mêmes, après 50 ans, c'est les diabètes, c'est l'hypertension, c'est des maladies comme ça. Donc, la vulnérabilité est là. Et c'est nous qui sommes de piliers des familles. Donc, imaginez qu'on ait des morts en cascade. Et en plus de ça, les formes sévères doivent se gérer à l'hôpital. Et nous avons un système de santé qui ne nous facilite pas l'accès aux soins directement. On doit payer ceci, on doit payer cela. Comparativement à ces pays-là où l'assurance maladie, les mutuelles facilitent le soin de santé. Et peut-être qu'on n'a pas non plus suffisamment d'intrants. Que nos hôpitaux, il n'y en a que 2, 3 qui peuvent disposer de cet appareil qu'on appelle un respirateur. Et troisièmement, faudrait-il encore que nous puissions avoir un personnel qualifié permanent pour ça? Parce que les anesthésistes et réanimateurs dans cette ville, ça se compte au bout de doigts. Et donc, c'est tout cela que nous devons voir devant cette épidémie. C'est pour cela qu'on est arrivé à ces mesures. Donc, la prévention, nous l'avons mis au devant. Il ne faut pas prendre ces mesures comme une punition. Comme une punition. C'est pour nous protéger. Pour nous protéger, pour qu'on voit un peu l'évolution dans le 4 semaines ici, comment ça va évoluer et que nous puissions être un peu plus responsables de ce qui se passe autour de nous. Alors, nous allons revenir un peu, je vous ai entendu, vous avez fait un peu allusion à la prise en charge, nous allons y revenir. Juste le temps de voir un peu ce que la plupart des Quinois pensent de ces mesures, est-ce qu'ils s'en approprient? Alors, nous sommes allés sur le terrain et nous avons questionné certaines personnes qui nous ont répondu. Docteur, dégustez-vous. Prenez-le. Tu vois, 10 minutes pour Ah oui, bien, d'accord, c'est bon. Oui, on ne prend pas tout de suite, hein? On continue? Non. On place un nouveau moment. D'accord, alors. Ok. Voilà, donc nous avons vu ensemble qu'il y a certaines personnes qui comprennent, c'est vrai qu'on s'est plaint de la crise économique qui pourrait subvenir, mais bon, on a compris après toutes les explications que vous avez données ici, docteur, que c'est important, c'est même indispensable, on ne peut pas s'en passer. Mais à présent, docteur, quand nous remarquons les signes, ou même le premier signe, comme ceux que vous avez énumérés, quel est le comportement à prendre? Ok, merci beaucoup, madame. Je dois aussi rassurer, parce que tout en démontrant la difficulté ou les difficultés que cette maladie peut nous amener, je dois aussi rassurer que jusque-là, des statistiques du monde, on a quand même beaucoup de personnes qui survivent à la maladie. Hein? Le premier cas qui a été signalé ici, je pense que bientôt la personne va sortir de l'hôpital. Voilà. Dans les pays qui ont commencé la maladie avant nous, on a un pourcentage entre 3 et 7 et 10% de décès. Donc il y a quand même 90% de personnes qui survivent à la maladie. Okay, évidemment, eux, ils ont des plateaux techniques très développés, ils ont un système d'assurance maladie, ils ont une discipline et ils ont aussi un niveau de compréhension de certaines choses. Et il y a aussi la rigueur de la loi. Vous avez appris comment certains pays vont jusqu'à 150, 500 euros d'amende pour les personnes qui ne vont pas respecter. Mais ils ont quand même ce taux de mortalité. Oui. Alors, chez nous, où on a un système parfois faible, où les gens n'ont pas accès aux soins, de manière spontanée, où nous sommes des têtus, où nous vivons notre façon de vivre,
il faut que nous puissions comprendre que si nous ne prenons pas les mesures au sérieux, nous pouvons élever ces taux-là au-delà des 10% comparativement à ces autres Et ça sera le pire qu'on craint. Maintenant, comme vous avez demandé, Oui. lorsqu'on a cette maladie, je dis, parfois on a des symptômes, parfois on n'en a pas. Celui qui n'a pas de symptômes, il est comme vous et moi, il ne fait rien, il ne prend rien en termes de médicaments, mais il prend des mesures d'isolement. D'accord? Parce qu'il peut contaminer. Évidemment, celui qui n'a pas de symptômes a un pouvoir très faible. Mais celui qui a des symptômes comme fièvre, comme toux, comme courbature, et que son diagnostic est positif au coronavirus, cette personne-là doit être automatiquement isolée pendant les 14 jours. Isolé où? Isolée pendant les 14 jours, ça peut se prendre même à la maison, tout comme ça peut se prendre dans un petit centre de santé, mais isolement parce que lui, son danger, c'est simplement contaminé avec la toux, contaminé avec les éternuements. Donc il doit être, mais il est là, celui, quand il fait la fièvre, il prend le paracétamol. Quand il fait la toux, il prend un antitussif. Quand il est faible, c'est vraiment symptomatique. Hein. Donc on soigne vraiment les signes qu'il présente. D'accord. Et je vais insister sur le paracétamol. Je dis bien paracétamol quand on fait la fièvre avec corona. Pas de médicaments qui ont un effet, qui ont un anti-inflammatoire. Parce que nous avons des formes de médicaments qu'on nous vend contre la fièvre dans cette ville. Là-dedans, vous avez un anti-inflammatoire, surtout de la famille de ce qu'on appelle des ibuprofènes. Ça, il ne faut même pas le prendre parce que ça aggrave la maladie. Donc, paracétamol. Rien que le paracétamol. Parce que déjà, je pense que ça ne coûte pas très cher. Certaines personnes ont commenté les images du premier cas. Ah, bah, PCK, paracétamol, la pamba, talamoko, vraiment. Comme si on l'a négligé avec ce traitement. Sur le paracétamol. Les antibiotiques n'ont rien à voir dans cette situation. Sauf s'il y a d'autres pathologies, mais là, c'est le médecin qui peut bien savoir que cet antibiotique, c'est en rapport avec un autre problème. Mais pour coronavirus, pas d'antibiotiques. On soigne les signes que la personne présente, du paracétamol pour la fièvre et d'autres antitussifs. Maintenant, si on présente des formes sévères, le médecin va apprécier si la personne doit être à l'hôpital et dans quelle structure et comment on va le manager. Ce qui revient à dire que ce n'est pas tous les cas de coronavirus qui doivent se retrouver à l'hôpital. À l'hôpital, c'est des formes sévères qui nécessitent un suivi régulier avec soit des appareils avec oxygène ou avec respirateur. Les autres peuvent bien se gérer, soit à domicile, soit dans le petit centre, soit dans certains milieux, mais qu'il s'agisse de formes sévères ou de formes graves, obligation d'un isolement de 14 jours, parce que pendant qu'ils sont là, ils ont un pouvoir de contamination qui est très élevé. Ils peuvent contaminer plusieurs personnes et ces personnes-là peuvent contaminer d'autres. On a parlé toujours de bouche à oreille ou dans les réseaux sociaux de des sirops qu'on peut fabriquer, c'est fabriquer soi-même à la maison pour se faire soigner à base de citron, etc. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, de manière générale, lorsqu'on fait des maladies virales, on a presque le même type de symptômes, courbature, fièvre et tout cela, on s'en sort. Quand on fait la grippe, on s'en sort. Quand on a d'autres maladies, des petites courbatures, on s'en sort. Si c'est juste des traitements, je peux appeler ça des adjuvants, donc des traitements supplémentaires pour se faire un peu du bien, tant mieux, ce n'est pas nocif. Mais ce n'est pas ça le traitement de base d'une épidémie à coronavirus. On conseille même de prendre régulièrement de l'eau chaude. De l'eau, oui, de l'eau, pas forcément chaude, de l'eau, mais pas froide en tout cas, parce que ça permet de donner un espace, donc une vie au virus au fait. Donc on peut prendre de l'eau tiède, c'est très important parce que comme le virus se localise assez souvent au niveau de l'arrière-gorge, en prenant suffisamment de l'eau, vous avez la possibilité de pouvoir l'évacuer vers le tube digestif.
au lieu de les sortir vers les autres. Ok, Ouais, d'accord. c'est conseillé. Et bien manger tout naturellement. Parce qu'en fait, les personnes qui ne font pas la maladie, tous, nous pouvons être en contact avec le virus. Mais il y a des personnes qui n'en feront pas. C'est un peu comme le microbe de la tuberculose et d'autres. Quand nous circulons, nous pouvons avoir ces microbes-là. Mais nous avons en nous un mécanisme de défense immunitaire, ce qu'on appelle l'immunité naturelle, qui nous permet aussi de nous défendre face à ces genres d'infections, ok, de contamination. Oui. Et cette immunité vient de quoi? Vient de la bonne alimentation, très bonne alimentation, riche, variée, équilibrée. Donc, au-delà de tout cela, il faut bien manger, il faut bien boire, s'hydrater, et puis prendre le mesure. Le mesure, tout doit aller de pair. Okay. On ne sait pas dire simplement que, bon, balobito, mais là. Non, on a dit bien manger, bien boire et prendre des mesures d'hygiène, dont la mesure cardinale se trouve être le lavage systématique de mains au savon ou au désinfectant. Et bien manger ne veut pas dire nécessairement beaucoup manger. Hein. Non, pas forcément beaucoup manger, pas forcément nabanda gumisat. Voilà. Alors nous sommes en train de terminer. Docteur, peut-être encore un message, vous le direz. Ah oui, je voulais préciser, pour d'abord se laver les mains. Quand on dit se laver les mains, ce n'est pas kakake au fongoli au tse au leki. Se laver les mains, ça a un principe. Oui. 1, les paumes de main. Ok? On frotte, on frotte, on frotte, on frotte pendant quelques secondes, 10 secondes. Après, les espaces entre le doigt, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte 10 secondes. Après, les bouts des ongles, c'est là où se cache le virus. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et en ce moment-là, on refrotte et puis on laisse couler, on laisse couler, on laisse couler et on sèche. D'accord. D'accord? Idéalement, c'est séché. Parce que quand vous allez l'essuie-main, vous laissez celui qui a pris avant, celui qui a pris après, tu risques de te recontaminer. C'est comme ça qu'on se lave. Mais nos robinets n'ont pas de système automatique non plus. Est-ce que nous ne sommes pas exposés avec ces robinets, que nous sommes obligés de toucher au début et à la fin? Vous êtes déjà lavé les mains, mais ensuite il faut toucher le même robinet pour fermer. L'idéal, c'est de le faire avec son coude. Sinon, demander à celui qui vient après toi de pouvoir fermer pour toi, parce que lui va se laver. L'idéal, c'est ça. Ok. L'idéal, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors, à moins que vous n'ayez un message peut-être très particulièrement, oui. Nakoloba Boye. 1. Tozalaki liboso ko douter pe ko kanisa keza maramba lokuta lelo za sous lokuta te. Tosi to kogisi 18 cas. Malheureusement, moko a uti kotika biso pe lelo. Et la maladie moko et outil na mboka na biso te potolo ba ketozo inventé et outil na bamboka ya minene o ba système de santé na bango eza na mbongo eza très organisé bazana makambo mais ba koki yango te ba chinois c'est vrai ba bandi ko s'en sortir un peu bango ba bandaki mais tant e koti na Europe et koti na Amérique donc qui peleke c'est partout donc bisonio sopé na mboka oyo il faut to comprendre que lokola tosi tozui yango soki tozui yango au sérieux et kokoma passe milelo kozala grave alors boye bango bien tolobi ya liboso ba école bakangi ba université bakangi ba église bakangi ezate pona kopesa batu passe mais za ba mesure ezwami pona na bisika wana batu basanganaka mingi et facilement mutu moko soko azui bokono wana aopesa ngo na bato ebele na temps muke mais eza na bisika mususu o etikali o l'état koka kozwa ba mesure penza ya kokanga drastiquement te parce que ezali na bato ba vivaka na wana ezali na ba transport en commun pe na ba marché na ba transport gouverneur azui ba mesure il faut bo respecter yango na ba wenze nazo belela ba administrateur ba wenze bomi batela bobatela bato batekaka parce que ba 2000 3000 wana bozwaka chaque jour soki bato bakomi muke po basili bokozwa ngo soute donc bozwana mbongo ba 2000 3000 wana bosombela ngo biloko ya kotiala mai na savon na kati ya ba wenze nyonso na chaque rangée et bino moko pe botekaka na ba wenze bosomba ba gel na bino bozala nango tango pe bozotekela bato biso pe otokendaka wenze tozala à 1 mètre ya mutu oyo ozo sombela eloko to éviter ba bousculade parce que eza pona biso moko na yebisi ba chef d'entreprise batu ya misala to batela bango ezala biso to zalaka na batu ya misala ya ndako to tia dispositif à lavage main na porte à lupango soka koti
a sokola kamaboko pe l'air no sakosala misala a sokola kamaboko na ba entreprise oyo bozana ba moyen bo pesa ba agent na bino nyonso ba gel et puis bo tia dispositif pour na ba client na lobby ko porter ba gant na ko porter masque en principe ezali na ba pona mutu oyo aza malade yende mutu a porter masque pour à protéger baninga mais nazo reconnaître que misala misusu ezape na contact mingi na batu mutu aza na guichet ya banque to na guichet zo yamba batu akoki ko se protéger na masque pour tant mususu pe ba mutu soka kosoli liboso na ye comme la été mais ko bosa na te soki porter masque et loko il faut bakisa o eza très important ko sokola kamaboko parce que soko tikika masque ozui pesi mbote osimbi poignet osali boy opangusi liso opangusi zolo okotisi virus na nzoto na yo no osali no eloko te donc il faut que tout se comprendre na nini wana et na kosilisa pona yebisa sikoyo banka ya kini il faut boye bango ezala président Fachi ezala ministre de la santé docteur Dasete ezala vena biso Jolina Makelele bango tu banakini donc ba yebi na bango ndenge biso na kini to vivaka moi cop moi kochaye de temps en temps na moi beaucoup na coin moi prai mais soki ba décision wana ezwami eza pona ko batela ba kinois donc nyonso o ezwami eza na ba transport eza na ba nini eza kaka protection to respecter yango so noté to aussi. Voilà, merci beaucoup, docteur. Je rappelle que nous avons reçu dans cette émission le professeur docteur Gabriel Nsakala. Vous êtes expert en santé publique et aussi en communication pour la santé. Tout, je pense que tout a été dit par rapport aux mesures à prendre pour se protéger de cette maladie. Le coronavirus nommé Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé. Nous rappelons également que cette pandémie parce que justement elle s'est propagée pratiquement dans le monde entier. À peu près 150 pays sont touchés et la République démocratique du Congo n'est pas épargnée. Voilà la raison de toutes ces mesures à prendre. Nous espérons que chacun de nous va les appliquer et que nous pourrons ainsi nous protéger nous-mêmes et protéger les autres. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Merci, docteur, de nous avoir partagé toutes ces informations, toutes ces connaissances. Merci beaucoup, madame. C'était un plaisir partagé et je suis toujours à votre disposition. Portez-vous bien chez vous et bonne suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci.